Bienvenue sur le deuxième épisode d'Infodumping, l'émission où vous n'apprendrez strictement rien d'utile, voire rien du tout. Aujourd'hui, on va commencer avec cette question. Noah, quel est ton animal préféré? Bah sincèrement, je pense que je partirais pour le loup, personnellement. Et toi? Ok. Si ça te dérange pas, pourquoi le loup? Alors déjà, tout le côté majestueux qui va avec, la signification aussi, parce que bon an mal an, le loup, c'est quand même un animal qui a un esprit de meute assez impressionnant, assez intéressant. Typiquement, une anecdote sur le loup qui est intéressant, c'est quand ils se déplacent en groupe, ils mettent non pas les jeunes à l'avant, mais les vieux, parce qu'en fait ça permet que les vieux guident le rythme, comme ça on les perd pas derrière, et les jeunes à l'arrière ils restent pour défendre. Ok, je vois, intéressant. Et ben moi, de mon côté, je te dirais, pendant très longtemps, mon animal préféré c'était les orques, ou je crois ils appellent aussi ça les épaulards, the killer whales. Mais maintenant, je partirais plutôt sur quelque chose comme les papillons de nuit. Je suis vraiment un grand fan des papillons de nuit. Et puis après, bon, franchement, c'est pas pour une raison de signification ni rien de tout ça, hein, c'est juste je les trouve cool. Et puis je trouve que, je sais pas, il y a un côté un peu mystique presque aux papillons de nuit. Les papillons, c'est un peu regardez-moi, je suis beau, alors que les papillons de nuit, c'est une beauté un peu plus discrète, un peu plus. J'ai trop de questions qui me viennent en tête. Un peu plus muette. Alors déjà, pourquoi les orques? Pourquoi un tel changement? Et du coup, t'as expliqué le papillon. Mais... Ok, donc les orques, bah déjà je vais te dire, pour le coup les orques c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de pourquoi toi tu aimes les loups. C'est-à-dire les orques c'est un animal tellement intelligent, t'as même pas idée. Par exemple, est-ce que tu savais que selon les différentes régions justement où il y a des orques, chaque clan a un langage différent. C'est-à-dire tu prends un orque d'Australie et un orque du Portugal, ils ne vont pas se comprendre. Parce qu'ils ont un langage différent, ce qui déjà est incroyable. Ouais. Et puis après aussi dans leur méthode de chasse, bon je pense que tu as déjà dû voir des vidéos, par exemple, tu as un phoque sur un iceberg, pas un iceberg mais bon bref, là tu vois, un bout de glace flottant, voilà. Et puis les orques, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont s'organiser en groupe pour créer des vagues et renverser le phoque. C'est incroyable ça. Soit elles font ça, par exemple, quand elles chassent une raie manta aussi, elles vont avoir tendance à leur donner une claque dans le dessous avec leur queue pour la projeter hors de l'eau et la faire se réveiller. La faire. En fait, la raie elle prend des dégâts de chute en gros. Bon, et puis après, en plus, les claques, elles font pas non plus, elles sont pas non plus gentilles. Mais après, aussi, il faut dire que récemment, je sais pas si tu as entendu parler de tout ça, je suis sûr que tu en as entendu parler, les orques qui sont en train de couler des navires. Ah oui, ça c'est super intéressant aussi. Qui s'organisent en bande. Bah oui. Apparemment, ils ont découvert le leader. Hein. Il y a un leader. Le leader, ils l'ont surnommé Gladys, justement, et la théorie, c'est qu'elle aurait été dans un accident avec un bateau, donc elle se serait faite percuter ou quelque chose, et du coup, effectivement, bah, elle est en train d'apprendre ce comportement à d'autres orques, et puis elles sont juste en train de renverser des bateaux, parce que moi, bon, bah écoute, franchement, je trouve ça génial, hein. Bah je sais pas, parce que des bateaux de pêcheurs ou comme ça... Mais c'est pas non plus des bateaux de pêcheurs, si je me trompe pas. Non, je sais pas, en soi. Alors de tête, elle renverse tout ce qu'elle trouve. Ouais, probablement. Après, t'as des bateaux de pêcheurs honnêtes. Je pense pas qu'elle discrimine. Mais bon, après, franchement, ouais, c'est leur environnement, on est en train de les envahir un peu, tu sais, franchement. Tu peux les blâmer. T'as pas tout à fait tort, mais bon. C'est quand même sacrément violent, les orques. De tête, ça tue aussi pas mal pour le plaisir pur. Oui. Bah, c'est ça qui est assez intéressant. En fait, quand tu vas regarder les animaux un peu plus intéressants, c'est là que tu vois des cas de sadisme, en fait. Les dauphins, par exemple. Ah oui. Les dauphins ressemblent beaucoup aux humains, malheureusement pas sur les bons points. Les dauphins sont des adeptes du meurtre, du viol, du gangbang non consenti. Ils vont avoir tendance à tuer l'enfant de la mer pour pouvoir continuer à lui en faire plus. Ils vont aussi se droguer avec les poissons ballons là. Ouais, les poissons globes. Globes, merci. Ils vont se droguer, ils vont faire des passes avec. Ouais. C'est quand même assez horrible. Ou les manchots sinon sont aussi très très glauques. Les manchots. Oui, les manchots ont des comportements encore une fois. Plus ou moins tout ce que j'ai dit pour les dauphins, sauf que tu peux aussi rajouter la nécrophilie et la pédophilie. Ah bah super. Ah quoique les dauphins ils sont peut-être aussi pédophiles, ouais.
très probable. Mais ils ont aussi un autre point en commun, c'est qu'ils fourrent à peu près tout ce qu'ils peuvent trouver. Peu importe, soit Après, tu sais, vivant ou un pas. autre animal très proche de l'homme qui est aussi super glauque, les chimpanzés. Il y avait un gars qui était allé dans un pays, si je me trompe pas, Afrique centrale peut-être, pour documenter une guerre de chimpanzés vraiment, parce que c'était deux clans en quelque sorte qui étaient en guerre. J'en ai entendu parler de celle-là. Et ben tu sais ce qui s'est passé? Il s'est suicidé le gars. Il a vu des trucs, mais des trucs. Je, Il a raconté avant de se suicider? je pense qu'il avait raconté, il avait parlé justement de comment certains singes prendraient vraiment des otages et les massacreraient devant l'autre clan, tout ça. Des trucs du genre, mais c'était vraiment des trucs super glauques. Hein. Il s'est quand même suicidé après avoir vu tout ça, donc ça te donne un peu une idée. Mais, mais ouais. Après, justement, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'avec l'intelligence, il y a le sadisme qui se développe? Est-ce que justement le sadisme n'est pas preuve d'une forme d'intelligence? Bah je sais pas, le sadisme déjà, faudrait voir en quoi... Quelle est la satisfaction que ça apporte? Le sadisme, bon an mal an, si on y pense, en fait on va découper ça, on va faire ça étape par étape. Le sadisme apporte une satisfaction via une sensation de pouvoir sur l'autre personne quand on y pense, une sensation de contrôle sur l'autre personne. Cette sensation de contrôle est donc achevée souvent par de la douleur, des souffrances ou comme ça. Donc quelqu'un de sadique va, ou quelque chose de sadique va aimer avoir une sensation de pouvoir. Donc à ce moment-là, est-ce que c'est la sensation de sadisme, c'est le sadisme qui vient avec l'intelligence ou c'est le besoin de pouvoir? Parce que Alors, s'il y a une guerre, c'est qu'il y a un besoin de pouvoir aussi. Donc à partir du moment où il y a une guerre, il y aura du sadisme. En mais règle moi je vais générale. te dire un truc. Une autre qualité qui est nécessaire pour qu'il y ait le sadisme, et c'est je pense une qualité que tout être intelligent possède, c'est l'empathie. Parce que sans l'empathie, justement, sans cette habilité à comprendre comment l'autre se sent, eh ben, tu trouves aucun plaisir dans le sadisme. Le sadisme, c'est quand même trouver le plaisir dans le fait que tu sais que l'autre est en train de souffrir. Donc, il faut déjà savoir que l'autre est en train de souffrir. En effet, c'est comme dire que sans le noir, on verrait pas de blanc. Bah oui, exactement. C'est le concept du yin et du yang. Est-ce que tu connais un peu le marquis de Sade? Le marquis de Sade, absolument pas. Alors, personnage très intéressant, absolument horrible, c'était un philosophe du temps des Lumières. Et puis lui, vraiment, bon bah, de Sade, forcément, son nom, il a donné sadisme. Ça te donne déjà une idée du mec. En effet. Je sais pas, ça, c'est possible que tu en aies entendu parler, le film 120 jours de Sodome? Non, rien? Non, je Un réfléchissais, mais film là, du vraiment. directeur italien Pasolini qui en gros parle d'un groupe de fascistes italiens qui vont kidnapper des jeunes filles et leur faire souffrir des trucs absolument horribles. Film très connu et justement c'est inspiré par un bouquin de Sade qu'il a écrit pendant qu'il était à la Bastille si je me trompe pas parce que forcément il a fait tout un tas de crimes horribles, il s'est retrouvé à la Bastille et ce livre justement c'est 120 jours de Sodome. Pour en avoir écouté un peu des extraits, je peux te dire, c'est un truc vraiment... tu te rends compte à quel point l'être humain peut être créatif dans les mauvais trucs, en fait. Parce que Ouais. T'es déjà allé au c'est musée de la d'un torture. glauque. T'es déjà allé au musée de la torture, il me semble qu'il est à Paris, de tête. C'est un musée, j'ai pas été, je n'y ai pas été personnellement, j'en ai vu des extraits. Mais il y a des appareils, c'est complexe leur utilisation. Il y a des appareils plus simples, comme la poire vaginale. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, je Ça, pense que tu peux aussi le décliner en poire anale. Hein. Ouais, non, non, parce que le but, le problème, c'est que tu peux pas faire ça, parce que la poire anale, le but de la poire vaginale, c'est de briser les os du pelvis. Aïe, 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 aïe. C'était un châtiment qui était pour les femmes infidèles. En fait, il leur insérait donc cette poire à l'envers, la partie grosse de la poire qui allait à l'intérieur. Et c'était un système où tu vissais et ça Ça écartait. écarte, ouais. Et en Oh fait, là le là. but c'était de briser les os. C'est absolument infâme. Donc mais entre guillemets, le principe reste simple. Et il y a des machines de torture. Je ne pourrais même pas expliquer comment on s'en sert pour la simple bonne raison que je n'en comprends pas la moitié du fonctionnement. Ouais, mais ça, c'est un truc de dingue, effectivement. Euh, En fait, on a ce plaisir à voir les gens souffrir, et puis du coup, ça explique pourquoi on est si doué à faire les gens souffrir, mais Faire souffrir à les faire gens. souffrir les gens, faire les gens souffrir. Bon, bref, même chose. Hein. Mais Je comprends. après, ce qui est intéressant justement avec De Sade aussi, c'est que toute sa philosophie, c'est un peu. Il n'y a rien de mauvais, tout ce qui est mauvais. Bon, tu vois, c'est un peu stérile parce qu'en réalité, toute sa philosophie était quand même un peu juste un prétexte pour sa violence à lui. Donc, pas très intéressant, voilà.
C'était juste pour se justifier lui-même. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est qui va consciemment en contre des valeurs judéo-chrétiennes. Mais maintenant, dans cette négation des valeurs judéo-chrétiennes, justement, il est qu'en train de les renforcer en un certain sens. Pour moi, c'est un peu cette... Très souvent, la négation, ça devient un peu une confirmation de ce que tu es en train de nier. Bah, les valeurs judéo-chrétiennes ont été complètement ignorées par les judéo-chrétiens. Les chrétiens sont même spécialistes là-dedans. Si on regarde les croisades, qui ont quand même fait des millions et des millions, des milliers et des milliers de morts, Deus lo vult, ça va complètement à l'encontre de ces valeurs. Il y a eu des trucs horribles. Ils pillaient, ils violaient, ils tuaient, ils avaient aucune pitié. Ouais. Et c'était le paysan du coin, hein. C'était pas une Non, armée. mais dans la Bible même, tu vois tellement d'incohérences. Par exemple, je pense qu'on est d'accord pour dire que quand même, les règles les plus importantes dans la Bible, ou en tout cas dans l'Ancien Testament, c'est quand même les 10 commandements. Oui. Puis on est tous d'accord pour dire qu'un des commandements, c'est « Thou shalt not kill ». Vous ne tuerez pas. Vous ne tuerez pas. Et puis après, par contre, dans l'Ancien Testament, tu as aussi des instructions qui te disent si ton gosse il te désobéit, tu vas sur la place publique et puis tu lui jettes des cailloux dessus jusqu'à ce qu'il meure. Hein. Tu le lapides. Donc bon, au bout d'un moment, il faut voir un peu, mais effectivement... Après, il y a un point, il y a une lecture de la Bible, de cette partie-là, techniquement, de l'Ancien Testament, des 10 commandements, qui est assez particulière. Là, tu dis tu ne tueras point. Mais c'est pas tu ne dois pas tuer. C'est comme si en fait c'était écrit de manière... Après, est-ce que c'est un problème de traduction? J'en sais rien. Mais c'est comme si c'était écrit de manière à tu ne tueras point parce que tu n'y trouveras pas d'intérêt. Comme si en fait ces 10 commandements sont achevés quand tu comprends que cela ne sert à rien. Tu ne tueras point parce que tu comprends que ça ne sert à rien. Tu ne voleras point parce que tu comprends que ça ne sert à rien. Pas tu ne dois pas tuer. À aucun moment ils ne disent tu ne dois pas tuer. Ok. Donc c'est une lecture qui est particulière et à ce moment-là le problème et l'avantage de cette lecture, le problème c'est que ça peut justifier toutes les atrocités du monde en disant on m'a dit que c'était, on m'a pas dit de pas le faire. L'avantage c'est que ça pousse bon an mal an, même avec cette lecture, les gens qui écoutent vraiment ce qui est dit à adopter à évoluer vers une forme de comportement plus noble. Voilà, nous avons dû interrompre l'épisode en cours parce que ça commençait à devenir trop long. Donc la suite sera dans la prochaine partie qui sera postée juste après normalement.